Il y a des personnages qui marquent une génération, des personnages qu'on n'oublie pas. Et parmi eux, il y en a un dont la simple évocation du nom fait trembler les plus courageux. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, tu sais qui, ou encore le Seigneur des Ténèbres. And who owned that wand? We do not speak his name. C'est la première chose qui frappe quand on regarde Harry Potter. Même des sorciers adultes, aguerris et courageux, détournent les yeux, baissent la voix ou utilisent des surnoms, comme si prononcer son nom pouvait suffire à le faire apparaître. Et Harry Potter sera l'un des seuls à le prononcer sans hésiter. Ce petit détail, qui paraît anodin au premier abord, dit en réalité tout. Parce que Voldemort a compris quelque chose que peu de gens comprennent. La peur est une arme. Quand ton nom lui-même devient synonyme de terreur, tu n'as même plus besoin d'être présent pour régner. Mais qui est vraiment cet homme? D'où vient cette haine? Et comment un enfant ordinaire est-il devenu le sorcier le plus redouté de tous les temps? C'est ce qu'on va raconter aujourd'hui. Pas juste le méchant des films, mais l'histoire complète. Depuis l'orphelinat londonien où tout a commencé, jusqu'à son destin final sur les terres de Poudlard. Pour comprendre Voldemort, il faut remonter tout au début, le 31 décembre 1926. Dans un orphelinat de Londres, un bébé naît. Sa mère, Merope Gaunt, meurt 1 heure après l'accouchement. Son père, un moldu du nom de Tom Jedusor, avait déjà abandonné la famille bien avant. Ce bébé s'appellera Tom Elvis Jedusor. Et dès sa naissance, il est seul. Mais ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est la façon dont il a été conçu. Sa mère était éperdument amoureuse d'un homme qui ne l'aimait pas. Alors elle lui a donné un filtre d'amour. Une relation fondée sur la manipulation et pas sur le sentiment. Et J.K. Rowling a elle-même déclaré quelque chose de glaçant à ce sujet. Tom Jedusor est né incapable d'aimer. Pas parce qu'il est né mauvais, mais parce qu'il a été conçu dans un simulacre d'amour. À l'orphelinat, Tom grandit donc seul. Sans amis, sans famille, sans amour. Mais très vite, quelque chose d'inhabituel se manifeste. Il peut faire des choses étranges. Faire bouger des objets, faire du mal à ceux qui l'énervent, ou même contrôler les animaux. Il ne sait pas encore que c'est de la magie, mais il comprend une chose essentielle. Il est différent des autres. Et pour lui, différent veut dire supérieur. Tout change le jour où Albus Dumbledore frappe à la porte de l'orphelinat. Il vient lui annoncer qu'il est un sorcier. Une place l'attend à Poudlard, et là, pour la première fois de sa vie, Tom Jedusor sent qu'il appartient à quelque chose, qu'il a un destin. Qu'il ne sait pas encore, c'est que ce destin sera aussi celui de millions de sorciers qu'il terrorisera. À Poudlard, Tom Jedusor stupéfie tout le monde. Il est brillant, charismatique, poli avec les professeurs, respecté des élèves. En apparence, c'est le parfait élève. Mais derrière ce masque soigneusement entretenu, il cache une fascination grandissante pour la magie noire, pour les origines du pouvoir et même pour l'immortalité. C'est à Poudlard qu'il découvre ses liens avec Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de l'école. Et c'est à Poudlard, à seulement 16 ans, qu'il ouvre pour la première fois la Chambre des Secrets, libérant le basilic, faisant peser la terreur sur toute l'école. Déjà à cet âge, il a compris quelque chose que les autres mettront des années à réaliser. Le pouvoir se nourrit de peur. Ce que les films ne montrent pas clairement, c'est qu'à Poudlard, Tom commence déjà à constituer son premier cercle. Un groupe d'élèves qu'il séduit, manipule et contrôle. Les futurs mange-morts. Tout était déjà là, bien avant que Voldemort n'existe officiellement. Dumbledore, lui, ne s'y trompe pas. Il observe, il note, et il voit derrière le masque. Mais il ne peut rien faire. Du moins, pas encore. Après Poudlard, Tom Jedusor prend une décision radicale. Il rejette son nom. Tom Jedusor, c'est le nom de son père moldu. Le symbole de tout ce qu'il méprise. Alors il en crée un nouveau. Lord Voldemort. Une anagramme parfaite de Tom Elvis Jedusor. Un nom qu'il a forgé lui-même, un peu comme une renaissance. Et le nom lui-même est une déclaration de guerre. Voldemort vient de 3 mots français. Vol, de et mort, tout simplement. Voler dans les airs et semer la mort. Vouloir la mort de ses ennemis. Ou encore, voler la mort elle-même. S'y soustraire, ne jamais mourir. C'est exactement ce qu'il va passer sa vie à essayer de faire. Et là, il faut qu'on parle des Horcruxes. Parce que c'est l'idée la plus ingénieuse de toute la saga. Un Horcrux, c'est un objet dans lequel Voldemort cache un fragment de son âme. Tant que l'objet existe, il ne peut pas mourir. C'est brillant sur le papier. Sauf que fragmenter son âme a un coût énorme. Chaque Horcrux le rend un peu moins humain, un peu plus monstrueux. D'abord physiquement, son nez disparaît, sa peau blanchit, mais le pire, c'est surtout intérieurement. Voilà un détail que très peu de spectateurs ont remarqué. Dans les films, la robe de Voldemort pâlit progressivement au fil des épisodes. C'est un choix délibéré des costumiers. Plus une couleur est foncée, plus elle signifie la prise de pouvoir. Et plus elle pâlit, plus elle montre sa perte de contrôle. Voldemort qui s'affaiblit, visuellement, subtilement,
sans que le spectateur s'en rende compte consciemment. Des Horcruxes, il va en créer 7 en tout. Le journal de Tom Jedusor, la bague des Gaunt, le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle, le diadème de Serre d'Aigle, son serpent Nagini, et un 7ème accidentel qu'il ne découvrira jamais, c'est Harry Potter lui-même. C'est le paradoxe ultime de Voldemort. En cherchant à tout prix à ne pas mourir, il a involontairement créé sa propre faiblesse. Ce qui est fascinant avec Voldemort dans les films, c'est la façon dont il est introduit progressivement. Dans le premier film, on ne le voit pas vraiment. Son visage est caché à l'arrière du crâne du professeur Quirrell. C'est une idée géniale. On entend sa voix, on sent sa présence, mais on ne le voit pas. Cette invisibilité le rend particulièrement effrayant. Le monstre qu'on ne voit pas est toujours plus terrifiant que celui qu'on voit. Pendant 3 films, Voldemort, il reste dans cette zone d'ombre. Il est présent, menaçant, mais jamais vraiment là. Et puis arrive la Coupe de Feu, le 4e film, et la scène qui a marqué toute une génération. Le cimetière, la nuit, Harry ligoté contre la pierre tombale, Pettigrew qui prononce les mots du rituel, et là, Voldemort qui sort lentement du chaudron. Cette scène, c'est un choc. Pour beaucoup de spectateurs qui avaient grandi avec la saga, c'est la première fois qu'on voit vraiment Voldemort dans toute sa puissance. Et on réalise qu'on n'est plus dans un film pour enfants. Le Seigneur des Ténèbres est de retour. Il y a plusieurs scènes cultes dans la saga, mais quelques-unes méritent vraiment qu'on s'y attarde. D'abord, le duel contre Dumbledore, dans l'Ordre du Phénix. C'est court, c'est à peine quelques minutes, mais c'est intense. 2 sorciers d'une puissance absolue qui s'affrontent. De l'eau, du feu, des éclairs. Ce duel permet quelque chose de rare. Voir Voldemort qui doit vraiment se battre, qui ne domine pas, et ça c'est ce qui le rend encore plus intéressant comme personnage. On mesure sa puissance et ses limites en même temps. Ensuite, dans les Reliques de la Mort partie 2, Voldemort sort avec le corps, apparemment sans vie, de Harry dans les bras, et il rit. Un rire de victoire, presque enfantin dans sa cruauté. Harry Potter is dead! And now is the time to declare yourself. Come forward and join us. C'est peut-être le moment le plus glaçant de toute la saga. Pas parce qu'il est violent, mais parce que ce rire dit tout. La satisfaction totale, le mépris absolu pour la vie humaine, c'est un moment qui restera. Et puis, il y a le duel final, Harry contre Voldemort. Bon, honnêtement, on aurait pu espérer quelque chose de plus grandiose. Combat épique, à la hauteur de tout ce qui a précédé, mais Voldemort n'avait plus sa baguette, plus ses Horcruxes, et donc plus sa force. Et là, il finit par mourir. Son corps qui se décompose, emporté par le vent. C'est peut-être le message le plus profond de la saga. L'homme qui voulait être immortel finit par mourir de la façon la plus banale qui soit. Sans grandeur, sans éclat, tout simplement comme n'importe qui. Qu'est-ce que Voldemort dit de nous, ou même de la nature humaine? C'est peut-être la question la plus intéressante autour de ce personnage. Bien pour moi, la réponse est claire. Voldemort n'est pas un méchant par pure méchanceté. Il est un homme qui n'a jamais surmonté sa douleur. Un orphelin abandonné, incapable d'aimer, qui transforme sa souffrance en haine, en soif de pouvoir.
en besoin de contrôle absolu. Quelque part, ça dit quelque chose d'universel. La haine constante, l'envie de vengeance sur quelque chose qu'on n'a pas réussi à surmonter. Harry a survécu étant bébé, et toute la vie de Voldemort après ça, c'est une obsession. Réparer cette humiliation, effacer cette défaite. Et cette obsession, c'est tristement humain. Ce qui est fascinant, c'est que Harry et Voldemort partagent exactement le même point de départ. Orphelin, élevé sans amour, découvrant la magie, Serpentard ou Gryffondor, c'est le même garçon qui a fait des choix différents. Évidemment, on ne peut pas parler de Voldemort sans parler de l'homme qui lui donne vie, Ralph Fiennes, et son histoire avec ce rôle est vraiment particulière. Quand Mike Newell, le réalisateur de La Coupe de Feu, le contacte, Ralph Fiennes n'est pas fan de Harry Potter. Il n'a jamais lu les livres, il ne connaît pas l'univers, et donc il n'est pas convaincu. Ce qui le fait changer d'avis, c'est ses neveux et ses nièces. Ce sont eux qui l'enthousiasment pour le personnage. Et parmi eux, un en particulier, Héro Fiennes, le fils de sa sœur, jouera lui-même Voldemort enfant dans Le Prince de Sang Mêlé. L'oncle joue Voldemort adulte, le neveu joue Voldemort enfant. Pour devenir Voldemort, Fiennes passe 2 heures dans le fauteuil de maquillage à chaque tournage. Mais il y a un détail que le maquillage seul ne peut pas créer, son nez plat de serpent. À chaque image, dans chaque scène, le nez de Fiennes est effacé numériquement par l'équipe des effets spéciaux, image par image. C'est comme peindre une fresque de la Renaissance, selon le superviseur des effets visuels, Paul Franklin. Et puis, il y a l'étreinte de Drago Malfoy dans Les Reliques de la Mort partie 2. Cette scène bizarre et dérangeante, où Voldemort serre Drago dans ses bras, de façon maladroite. Cette étreinte était entièrement improvisée par Ralph Fiennes. Tom Felton, celui qui joue Drago, ne s'y attendait absolument pas. Il a même déclaré à la Comic-Con « Je me tenais là en me demandant ce qu'il faisait. C'était vraiment terrifiant. » Ralph Fiennes a expliqué sa façon d'aborder le personnage. Quand il joue Voldemort, il essaie d'accéder à quelque chose sans empathie. Une question de pouvoir, de contrôle et de manipulation. Il y a presque un plaisir à savoir que je peux te contrôler, que tu n'as aucune chance. Voilà comment il décrit l'état d'esprit du personnage. Et pour vérifier que son déguisement fonctionnait, il a délibérément effrayé un enfant sur le plateau. L'enfant a fondu en larmes, et Fiennes a su à ce moment-là que Voldemort était prêt. Alors, pourquoi Voldemort fascine-t-il autant encore aujourd'hui ? Parce qu'il n'est pas né monstre, il est devenu monstre. Et cette nuance change tout. Tom Jedusor aurait pu être différent, si sa mère avait survécu, si quelqu'un l'avait aimé, ou si la douleur n'avait pas été plus forte que tout le reste. J.K. Rowling nous donne toutes ces pistes, et elle nous laisse avec une question inconfortable. Est-ce que Voldemort était condamné dès le départ ? Ou est-ce qu'il a simplement choisi la mauvaise voie à chaque carrefour ? Ce qui est certain, c'est que sa quête d'immortalité l'a détruit bien avant qu'Harry Potter ne le tue. Chaque Horcrux l'a rendu un peu moins humain, chaque meurtre l'a éloigné un peu plus de ce qu'il aurait pu être. Il voulait ne jamais mourir, et c'est précisément cette obsession qui a causé sa perte. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Martin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à me donner ton avis en commentaire, et surtout abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.